Bonjour, je suis Didier Févret, président de l'association Fabrique Territoire Santé et j'ai le plaisir donc de vous accueillir pour ce webinaire qui se préoccupe de la question de la santé des habitants dans les transformations urbaines. Mais donc tout de suite, je vais passer la parole à Clémentine Mottard, qui est aussi de la Fabrique Territoire Santé et qui a l'honneur et l'avantage d'animer cette session cet après-midi. Clémentine, c'est à toi. Bienvenue à tous et à toutes et bon webinaire. Merci Didier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Donc, je suis Clémentine Mottard, je suis chargée de projet à Fabrique Territoire Santé. On se retrouve aujourd'hui donc pour une table ronde sur la place des habitants dans les projets urbains et en particulier la prise en compte de leur santé. D'abord, un petit rappel technique avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous pouvez vous présenter et interagir entre vous dans le chat, donc l'onglet chat ou converser selon la version de votre application Zoom. Et vous pouvez aussi utiliser l'onglet questions et réponses, Q&R, pour poser vos questions aux intervenants tout au long de la table ronde. Avec ma collègue Lilia Santana, on vous lit et Lilia transmettra dans la deuxième partie de la table ronde vos réactions, témoignages et questions à nos trois invités. Et je vous dire aussi que ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible d'ici le début de semaine prochaine sur le site de Fabrique Territoire Santé. Alors venons-en à ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors pourquoi on s'est intéressé à ce sujet? On sait l'importance qu'a le cadre de vie et l'environnement pour notre santé et pour notre bien-être. Nos différentes expériences de confinement plus ou moins heureuses nous l'ont bien montré ces derniers mois. Et on voit bien l'intérêt pour la promotion de la santé de créer des liens avec le champ de l'urbanisme. Et en parallèle, les projets de rénovation urbaine, par leur envergure, ils peuvent être de bonnes opportunités pour corriger des dysfonctionnements dans des quartiers et pour faire des choses autrement. Donc, Fabrique Territoire Santé a commencé à s'intéresser sérieusement à ce sujet à partir de 2019. Et il s'agissait pour nous de recueillir d'abord des exemples d'actions locales, d'interroger différents types d'acteurs pour partager des réflexions, des questionnements et des pistes d'action. Notre réseau, c'est d'abord les coordonnatrices et coordonnateurs de démarches territoriales de santé. Donc, je pense d'abord aux contrats locaux de santé ou aux ateliers santé-ville. Et ce qui nous a frappé de leur remontée, c'est des difficultés persistantes à articuler santé et urbanisme. Alors même que de plus en plus de travaux et de voix s'expriment pour souligner les interactions entre ces deux champs. Alors non seulement on a reçu très peu de contributions, d'exemples d'actions locales qui travaillaient sur cette thématique, mais en plus les quelques contributions qu'on a reçues, elles se concentraient beaucoup sur des réponses assez techniques et sur en particulier la mise en œuvre d'évaluation d'impact en santé. Outil intéressant, mais ça nous semblait assez réducteur de traiter cette thématique uniquement par cet angle-là. Parce que finalement, quelle est la place des habitants dans ces projets, dans les projets urbains et en particulier dans la rénovation urbaine? Comment on peut faire mieux pour mieux intégrer, articuler santé et urbanisme, développer des approches plus globales, plus qualitatives? C'est les questions en fait qui ont animé nos réflexions ces dernières années et qui ont abouti à un dossier ressources qui s'intitule Habitants, transformation urbaine et santé, que vous pouvez retrouver sur le site de Fabrique Territoire Santé. Et c'est aussi les questions qu'on va poser aujourd'hui à nos trois invités. Trois invités que je remercie, trois profils différents qui vont pouvoir nous éclairer sur les enjeux actuels. Donc, une ancienne élue municipale, Marianne Offray, une habitante engagée, Diangou Traoré, et enfin un chercheur impliqué sur le terrain, Yorgos Lambikos. Je vais vous laisser très vite la parole pour vous présenter
et nous dire de votre expérience comment vous avez appréhendé ce lien entre santé et renouvellement urbain. Alors, je vous demanderai d'être assez synthétique. Vous avez 5 minutes chacun. Marianne, je vous laisse peut-être commencer. Oui, bonjour à tous. On n'avait pas dit que c'était moi qui commençais, Clémentine. Je pensais. Bon, je ne perds pas mon temps parce que je sais que c'est bien minuté. Donc, je m'appelle Marianne Offray. J'ai été élue municipale dans le 14e arrondissement de 2001 à 2020, donc pendant 19 ans et demi, puisque le Covid m'a rajouté quelques mois. Et j'ai été en charge de la petite enfance, des personnes handicapées, des seniors. Et puis, mon dernier mandat a été en charge de l'urbanisme et de la santé. Donc, j'avais sollicité d'avoir cette drôle de double bête, urbanisme et santé, sous les regards un peu étonnés de mes collègues et de la maire dont j'étais l'adjointe. Mais ça a fini par devenir quelque chose. En tout cas, j'essaierai de l'évoquer avec vous aujourd'hui. Parallèlement à mon mandat d'élu, j'avais un travail. J'ai continué toujours à travailler pendant mon mandat d'élu. Et j'ai aussi pu explorer cette question des interactions entre la ville et la santé sous différents angles, puisque j'ai aussi dirigé une équipe de psychologues qui intervenaient dans le logement social auprès de personnes qui n'étaient pas en demande de soins psy explicites. Donc, toutes ces interactions ville et santé étaient déjà beaucoup là. Et puis, je viens juste de commencer un nouveau travail parce que je ne suis pas élue, donc c'était une nouvelle aventure. Et donc, du coup, je dirige maintenant ce qui s'appelle l'UNAGE, c'est-à-dire l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, et où, à nouveau, d'une autre façon, ces questions-là se rejouent. Et donc, je pourrais dire qu'en fait, ces questions des interactions entre les gens et les murs a toujours été, toute ma vie d'adulte, une préoccupation, et j'ai essayé de les faire s'imbriquer de toutes les façons possibles. Et quand je dis ville et santé, c'est à la fois la ville en tant qu'elle est du bâti, des murs, et aussi la ville en tant qu'elle est, avec sa majuscule, le lieu de la citoyenneté. Et puis, on aura l'occasion de dire ce qu'on entend aussi par santé, justement. Voilà, les différents cercles dans lesquels cette question de santé peut s'exprimer. Est-ce que ça fait pile 5 minutes? C'est même moins. Mais c'est même moins, c'est même moins. Alors, je laisse la parole à mes augustes collègues. Django, vous pouvez vous présenter et nous dire comment vous êtes venue, comme habitante, à interroger les liens entre santé et renouvellement urbain. Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, je me présente, je m'appelle Django Traoré. J'habite un quartier à Saint-Denis, un grand et beau quartier qui s'appelle le Franc-Moisin, qui fait en gros 10 000 habitants. Bon, moi, je me présente en tant qu'habitante. Donc, moi, j'ai été tirée au sort. On va commencer par le début. J'ai été tirée au sort en tant que membre du Conseil citoyen début 2016. Et non, c'est ça, début 2016. Et on est rentré dans le vif du sujet avec le projet de rénovation urbaine qui nous a un petit peu chamboulé. Donc, à partir de là, tout ce qui est action, militantisme, comment on peut dire ça, relayer les informations entre habitants et institutions a directement été mis sur le tas et directement sur le chantier. Donc, nous, en tant que membres du Conseil citoyen, même si on est une instance mise par l'État, on a préféré se regrouper en collectif, qui est maintenant le collectif Franc-Moisin, qui intègre habitants, Conseil citoyen et amicale de locataires. Donc, j'ai une casquette d'habitante, Conseil citoyen et le collectif Franc-Moisin. Et à côté, j'ai aussi mon association qui s'appelle Franc-Moisin Citoyenne et je travaille aussi. Et je travaille à la CPAM de Paris. C'est pour ça, en fait, le lien rénovation urbaine, santé et en plus mon lieu de travail, tout s'enchaîne et tout fait un lien, en fait. Et bizarrement, moi, la rénovation urbaine, c'est la deuxième que je vais subir, même si là, celle-là, je ne suis pas impactée directement. Mais la première, je l'ai subie à 15 ans. À 15 ans, et on s'en rappelle tous comme si c'était hier.
la poussière, le gravat, la toux qu'on avait. On ne s'est pas rendu compte qu'en fait, c'était les débris, en fait. On ne s'est pas rendu compte. C'est en grandissant qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un impact sur la santé. Donc, voilà, c'était pour présenter un petit peu ce que je devais dire. Je suis sortie un petit peu du contexte, mais voilà, c'était juste pour présenter tout ça. Et puis, on aura un autre moment sur le débat pour parler de tout ça. Merci, Diambou. Yorgos, vous, en tant qu'enseignant-chercheur, comment vous avez approché ces questions? Difficilement. Disons que je suis une personnalité un peu inquiète et que je n'ai pas l'habitude de chercher la facilité en m'appuyant sur des définitions standards et rassurantes. Et donc, à chaque fois, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il se cache derrière des belles dénominations, des disciplines scientifiques, des domaines, je dirais, qui portent des noms ronflants, et quel sens ça peut avoir pour la vie au quotidien. Parce qu'il y a un sens pour la science, qui est une entreprise, je dirais, que j'ai épousée il y a 40 ans, mais mon implication en termes de santé publique date d'environ 15 ou 16 ans, quand j'ai eu cette charge d'enseigner la santé environnementale à l'université. Alors bien sûr, je pouvais prendre la santé publique dans son acception classique, mais son côté moralisateur m'a toujours déplu. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, faites plutôt ceci, mangez 5 légumes par jour, etc., que j'estime totalement inefficace. Et finalement, se demander pourquoi. Et puis, je dirais, ce refus de considérer que l'humain va être réduit à une biologie moyenne, ce que les individus statistiques qui sont utilisés pour suivre en quelque sorte les conséquences de l'action publique nous amènent, je dirais, à privilégier. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, il y a 30% de gens au-dessous du seuil de pauvreté qui habitent un quartier? Quel sens ça peut avoir? J'ai eu la chance que quelqu'un m'a pris par la main et m'a amené dans les quartiers et a commencé et m'a confronté à des questions qui ne recevaient pas les réponses que j'attendais. Par exemple, dans le première incursion à Trappes, on demandait aux gens quel avis ils avaient sur leur environnement. Et à chaque fois, ils nous parlaient de leurs voisins. Donc, le sens du mot environnement, qui pour l'ingénieur, c'est l'air, l'eau, etc., pour l'habitant, ce n'est pas tellement ça. Et la raison de cette question, c'était que le quartier en question à Trappes était impacté par le bruit de la Nationale 14. Et donc, l'ADEME voulait savoir quelle était la part du bruit dans l'atteinte du bien-être dans ce quartier. On n'a pas eu un mot sur la Nationale 10, par contre, on a eu des mots sur le scooter, sur la mauvaise isolation phonique des appartements et aussi sur la qualité du voisinage. D'un seul coup, ça m'a fait réaliser qu'en fait, ce qui fait finalement, quelle était ma question? La question, c'est quelles sont les conditions pour que se sente bien dans son cadre de vie? Moi, les termes urbanisme, santé, etc., j'essaye de les simplifier de manière à pouvoir dialoguer avec les habitants. Et donc, la question, c'est quelles sont les conditions pour se sentir bien? Et disons, au bout d'un certain nombre d'années, parce que cette aventure a commencé grosso modo en 2012, si je me souviens bien, et depuis, j'ai été amené à parcourir d'autres projets de renouvellement urbain, d'autres quartiers politiques de la ville, et en quelque sorte, compléter mon expérience, ce qui m'a fait abandonner plusieurs termes que j'attribue aux préjugés des experts, des sachants. J'ai abandonné la notion de facteur de risque
de choses extérieures sur lesquelles on n'a pas nécessairement le contrôle, comme la qualité de l'air, qui n'étaient absolument pas présentes dans le discours des habitants. J'ai surtout abandonné la terminologie des populations vulnérables qui provient de ce jugement condescendant qu'ont les experts qui ne leur ont jamais adressé la parole ou cherché à comprendre quelle est l'expérience de vie dans les quartiers. Et évidemment, j'ai rencontré des surprises. J'ai rencontré des gens qui me parlaient avec enthousiasme de leur quartier, qui étaient attachés à leur quartier, alors que moi, j'avais lu N articles de presse selon lesquels ce quartier était une pétaudière. Donc, je pense que ce que je peux dire vraiment de plus marquant pour moi, ça a été justement cette réalisation que j'étais bourré de préjugés sur les quartiers et sur les gens qui y vivent, sur les différents statuts sociaux et sur la réalité que ces statuts sociaux représentent comme expérience de vie au quotidien. Évidemment, les travaux que nous avons faits et les rapports que nous avons rendus aux collectivités n'étaient pas ceux qu'ils attendaient, parce qu'on leur a parlé d'autre chose, on leur a parlé d'aisance, de confort, de reconnaissance, de pouvoir d'agir, de justice sociale. Et donc, arriver à lier aujourd'hui santé, bien-être et justice sociale, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que ce n'est pas une obligation? Parce que mon point de départ, ce qui m'a choqué et ce qui m'a lancé dans cette étude, c'est les inégalités sociales de santé. Il n'y a aucune raison naturelle que les gens défavorisés sociales soient en moins bonne santé que les gens qui ne sont pas défavorisés. Aucune raison naturelle. Donc, c'est bien des arrangements sociaux mutables qu'on peut changer, qu'on peut modifier. C'est bien la place du politique, si je peux m'adresser à Marianne, que de changer la société. Et bien là, on découvre quelque chose de totalement différent comme démarche, comme animation, comme processus, et qui m'a bien sûr approché à quelque chose qui m'a marqué dans la présentation que nous a fait le président en introduction, qui parle de transformation urbaine. Il ne s'agit pas de repeindre des façades, il ne s'agit pas de rajouter je ne sais pas quoi, un petit quelque chose ici ou là qui offrirait une compensation. Il s'agit de transformer le milieu urbain. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une transformation profonde? Eh bien, c'est là qu'on découvre la promotion de la santé et le sens même du mot santé, qui, comme dit la Charte d'Ottawa, n'est pas le but suprême de la vie. La santé, c'est un moyen pour réussir sa vie. Et tout change en termes d'action citoyenne ou d'action publique. Tout change. Les points de départ ne sont pas les mêmes. Et les ressources, c'est les citoyens eux-mêmes. Les savoirs, c'est les savoirs de leur expérience, qu'on peut améliorer, corriger, enrichir en fonction de leurs demandes. Mais on voit qu'il y a une inversion dans l'initiative. L'initiative est conférée aux habitants eux-mêmes. C'est ce que j'appelle le pouvoir d'agir. La possibilité d'avoir un regard légitime, d'avoir des attentes et même d'agir en faveur de leur cadre de vie. Merci. Là, parce que je suis déjà trop long. Merci. On voit déjà dans vos présentations qu'on ne parle pas seulement de santé physique, mais on parle aussi de la santé mentale des habitants qui vivent dans ces quartiers en renouvellement urbain, et que ce qui va avoir des effets sur la santé, c'est le projet final, c'est aussi la phase de travaux. Jianlu en a parlé, et c'est aussi le processus d'élaboration des projets. Donc, on voulait aussi vous interroger sur ces enjeux de participation des habitants, de la place qu'ont les habitants dans la définition des projets.
la participation des habitants, et en particulier dans la politique de la ville, elle est présentée, elle est affichée comme fondamentale, comme essentielle, quelque chose sur laquelle on met des moyens. Et pourtant, les dispositifs de participation, ils restent encore très souvent en grande partie décevants. Et ils sont décevants pour les habitants, mais aussi pour les techniciens et pour les élus. Finalement, personne n'arrive très bien à s'y retrouver, il me semble. Donc vous, de votre place, comment vous avez vécu des situations de participation? Est-ce que ça a été conflictuel, bien organisé, constructif? Comment, entre habitants, professionnels et élus, chacun trouve sa place et arrive ou pas à se parler? Django, en tant qu'habitante, comment ça s'est passé, cette participation à des dispositifs ou même une participation en dehors des dispositifs Alors, dans l'imaginaire, un plan de rénovation urbaine, il doit avoir les habitants, les professionnels, l'architecte, et tout part d'une feuille blanche pour faire une construction, une co-construction. À la base, c'est ça en fait. C'est une co-construction qu'on fait ensemble. Mais on s'est rendu compte petit à petit que en fait, c'était un projet qui était déjà ficelé et qui nous était imposé. C'est petit à petit qu'on s'est rendu compte. Il y avait des réunions sous forme de thématiques avec des mots techniques employés. Déjà, les mots techniques, il fallait quand même les définitions précises, des mots à double sens. Rénovation, destruction, réhabilitation, qui était un petit peu difficile à comprendre dès le départ. Rien que ces mots-là, ça a engendré du stress. Rien que ces mots-là, hein. Destruction, rénovation, démolition, déménagement, pour quelqu'un qui a fait plus de 40 ans sur un quartier, qui a déjà ses repères sur un quartier et qui est déjà attaché profondément à son quartier ou à son logement. À son logement, tout d'un coup, entendre des mots comme ça, il se dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai rien demandé. Pourquoi on me propose de partir pour améliorer le cadre de vie? On comprenait pas le début. Tu as des habitants, pour eux, ils comprenaient pas, qui veulent pas partir. Tu as d'autres habitants, pour eux, c'est une aubaine de déménager. Vous vous rendez compte que le NPNRU est devenu une aubaine pour déménager, tellement la rotation d'attribution de logement est faible, tellement la rotation d'avoir un logement est tellement faible. Donc, avoir le NPNRU, ah, c'est super, je pourrais déménager parce que ça fait 10 ans que j'attends. Même ça, de dire ça, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où le début, ça a été très conflictuel parce qu'on a eu du mal à se comprendre avec les élus, avec les architectes. Ça a été très difficile. Et c'est même là, on parle de santé, mais ça a engendré du stress, des nuits blanches pour certaines, le Doliprane à gogo pour certaines qui ne comprenaient pas le projet. Après, il a fallu quand même que le Conseil citoyen fasse un référendum. On a arrivé à ce que le Conseil citoyen fasse un référendum pour que les politiques comprennent que les habitants sont attachés à leur immeuble. Pourquoi? Parce que les habitants sont les premiers experts du terrain, de un, et de deux, ce jour-là, quand il y a eu le référendum, ce vote-là, ben, bizarrement, il n'y a pas eu d'abstention. C'est que tous ces gens-là, ils sont tous descendus pour voter pour que l'immeuble reste tel quel, même s'il y a une clause de revoyure par-dessus. Donc là, il faudrait se poser des questions sur cet enjeu-là, demander l'avis aux habitants, demandez-leur ce qu'ils veulent. Et puis, moi, aujourd'hui, je me pose une question avec le recul. Ces grands immeubles, ces grands ensembles qui faisaient la fierté des villes, qui faisaient la fierté de la France, hein, ces grands ensembles. Là, nous, on a été construits sur un bidonville. Lors des 30 Glorieuses, les années 70, on construit des grands immeubles, la fierté des villes et compagnie. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces grands ensembles deviennent
les maux d'un quartier. C'est-à-dire que si on règle tous les problèmes, pas la délinquance, la pauvreté, si on règle le problème de la pauvreté, si on règle le problème du chômage, si on règle le problème de la précarité, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là, en fait. Si on s'occupe du cadre de vie, si le bailleur, il s'occupe de son patrimoine, il prend en gestion correctement son patrimoine, il n'y aurait jamais eu tous ces problèmes-là. Et là, on se rend compte que un projet NPNRU que subissent certains habitants engendre des problèmes de santé par derrière. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Un projet qu'on impose aux habitants engendre par derrière des problèmes de santé. Peut-être une personne, son diabète va augmenter, la tension va augmenter, mais c'est tout à fait normal parce que la personne, elle dort la nuit, elle ne sait pas où elle va aller. C'est tout à fait normal qu'elle engendre du stress et puis tout d'un coup, elle n'y arrive plus et puis elle pète un plomb. On a dû faire de l'éducation populaire. L'éducation populaire, on l'a fait en créant un collectif franc-moisin et en se partageant les informations, en faisant entendre nos voix, en faisant entendre nos revendications et en faisant entendre nos craintes. On a dû créer un Twitter, un groupe WhatsApp, un groupe Facebook et un profil Facebook pour exprimer nos craintes, revendications et nos voix. Jusqu'où ça va, en fait? C'est ça les questions que je me pose. Certes, on a fait de l'éducation populaire, on a mis un rapport de force en disant non, cette fois-ci, écoutez-nous, nous sommes les habitants, nous habitons le quartier, nous savons ce que nous voulons pour le quartier, mais on a dû en parallèle créer ce collectif pour arriver à là. Maintenant, au niveau de la santé, c'est vrai que nous, dans le collectif, je parle pour le collectif franc-moisin, on n'a pas mis la santé à l'intérieur, mais c'est vrai que ça a engendré du stress. On a de la chance qu'on a, en plein milieu du quartier, une place santé qui est ouverte et les habitants vont directement à place santé quand ils ne se sentent pas bien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis par rapport au projet NPNRU, mais on n'a pas fait… Il y a le lien, mais on ne l'a pas écrit sur papier et on n'a pas revendiqué ce lien-là. Donc, voilà ce que je peux dire sur le projet de rénovation urbaine qu'il y a sur le quartier, qui engendre le bruit, la poussière, le marteau-piqueur. Le bâtiment 6, il a été détruit. On a dû faire un tweet. On a dû faire un tweet pour exiger un deuxième canon d'eau pour éviter que la poussière rentre plus dans les logements. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on se lève dans la poussière, on dort dans la poussière et on mange dans la poussière. Les fenêtres fermées, hein, même pas ouvertes. Merci Diangou. Marianne, peut-être, en tant qu'élue, comment vous avez organisé la participation, la concertation sur les projets urbains dans le 14e arrondissement? Et comment vous voyez votre rôle en tant qu'élue dans ces dispositifs Alors, je peux d'autant plus parler librement que c'est fini. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu parler aussi librement si j'avais encore été élue. Et c'est un des éléments de mon propos, c'est-à-dire que j'aurais été dans une posture tout à fait différente et ce serait intéressant de l'analyser. Parce que précisément, quand on est politique… Que la campagne électorale soit finie ou pas, on a parfois une posture nécessaire qui est de convenir. J'aimerais bien tout à l'heure qu'on creuse un peu parce que c'est ça qui, à mon avis, fait qu'on ne va pas toujours au bout des logiques qui nous semblent pourtant les bonnes. Donc, surtout les dernières années ont été de mon mandat, puisqu'avant, je n'avais pas l'urbanisme. Donc, effectivement, il s'agissait quand même de murs. Hein. Quand on a les personnes âgées, on construit des EHPAD. Quand on a la petite enfance, on construit des crèches. Mais la dimension urbaine et surtout les différentes échelles dans lesquelles on construisait était davantage prégnante sur les dernières années où j'avais donc les permis de construire et puis surtout des grands ensembles, puisque… Quoi, des grands ensembles? Il y avait un gros projet qui s'appelle Les Grands Voisins qui a eu lieu sur le 14e arrondissement et qui était un projet de transformation d'un hôpital en ce qui va devenir un quartier, donc un quartier mixte, hein, mélangé logement social et logement privé, et qui a passé donc
plusieurs années à être un quartier qui devait nous servir justement à décider ensemble ce qu'allait être le nouveau quartier, le quartier d'après l'hôpital. Ça a été une aventure assez fabuleuse, mais ce n'était pas dans le 14e arrondissement le seul projet. Donc, on avait vraiment, il y avait le projet autour de Montparnasse, il y avait des petits projets, des gros projets, des moyens projets. Donc, j'ai en gros passé les 6 dernières années en réunion publique. Le soir, en gros, à peu près 2 ou 3 soirs par semaine, on avait des réunions publiques, donc soit vraiment sur des micro-trucs, hein, des 3 étages en plus, mais qui venaient cacher la lumière de chez quelqu'un, donc on n'avait pas les moyens de s'opposer parce que les 3 étages étaient légaux, mais justement, qu'est-ce qu'on faisait avec cette situation sur laquelle il y avait visiblement un problème. Donc, il s'agissait donc d'engager la conversation avec les habitants, sachant qu'il faut quand même savoir à l'avance qu'une conversation honnête n'est pas toujours agréable. Et que je pense que ce qui a fait que j'ai pu le faire, en tout cas que l'équipe dans laquelle j'étais a pu le faire, c'est qu'on savait ça et on n'avait pas peur que ce soit désagréable. Si justement on se trouve dans un registre de la séduction trop fort, en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur justement cette espèce de campagne électorale permanente, on ne peut pas supporter la conflictualité nécessaire à l'instauration d'une conversation sincère qui trouve l'endroit où on est d'accord, où on n'est pas d'accord. L'élément qui a été déterminant, ça a été une obligation, une obsession permanente pour justement comment on allait, t'en parlais tout à l'heure, Diangou, sur comment est-ce qu'on allait mettre la technique à disposition des habitants pour que les éléments techniques puissent s'en saisir pour en penser quelque chose. Parce qu'il y a un moment, les projets sont d'une telle technicité, de toutes les techniques, hein, des techniques des sciences dures, des techniques de la pratique de la construction, mais aussi des techniques des sciences humaines, des sciences sociales. Il y a tout un tas de techniques qui arrivent et c'était comment est-ce qu'on fait. Donc, on a fait énormément d'ateliers. Donc, on missionnait en fait des assos qui venaient animer la participation parce que ça créait un tiers, que ça empêchait justement la logique de séduction ou de confrontation stérile. Et puis, il y avait des habitants qui bossaient. Donc, sur Grands Voisins, les Grands Voisins, par exemple, on avait toutes les semaines, il y avait des ateliers sur qu'est-ce que c'est un écoquartier, qu'est-ce que c'est les techniques qui vont rentrer en contradiction les unes avec les autres. Et on parlait tout à l'heure de la question de l'ANRU, mais nécessairement dans le renouvellement urbain, il y a 2 logiques qui s'affrontent, hein. Des habitants qui veulent qu'on garde le bâtiment et d'autres, sans doute, ou en tout cas des élus qui veulent que le bâtiment soit mis à terre. Donc, il y a 2 logiques qui s'affrontent. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va saisir dans la technique ce qui va faire qu'on tend vers un bien commun, qu'on choisisse à la fin d'abattre ou pas l'immeuble. Parce que abattre ou pas l'immeuble, ce n'est pas un élément technique. Ça, c'est une décision du peuple. Je dis ça parce que, et je me réfère encore aux Grands Voisins, au début, quand on a commencé, c'était il y a 7 ans, 8 ans, on nous disait en gros qu'il fallait tout détruire les bâtiments. Puis petit à petit, en fait, on s'est rendu compte à force de sonder qu'il y avait certains qui c'était pas la peine il fallait peut-être juste les rénover. Mais ce sont différents éléments techniques qui ont fini par éclairer. Et finalement, au lieu de 6 bâtiments on devait tout raser, et finalement, il n'y a eu que quelques bâtiments qui ont été rasés et qui vont être construits. Mais ça, c'est une décision qui est issue de la technique. Ce n'est pas les techniciens qui viennent dire celui-là, c'est oui, c'est non. C'est-à-dire que il y a tout un tas de logiques qu'il faut identifier et qui viennent qu'on choisit ou pas de raser les bâtiments. Moi, je ne suis pas du tout pour ne pas raser les bâtiments. J'ai vu qu'il y avait des bâtiments qui étaient eux-mêmes pathogènes. Ils créaient du bruit permanent avec des poutres métalliques où on entendait les voisins respirer. Enfin, il y a besoin de détruire des immeubles. Mais peut-être qu'il faut vraiment rentrer dans la subtilité de la technique. Et le dernier élément, parce que j'essaie de bien plier aux horaires. Vous me faire un petit signe quand il me reste plus 3 minutes. Mais je voudrais vraiment évoquer ce 3e élément, c'est la question de la tension structurelle qu'il y a entre la légitimité des élus et la légitimité des habitants. Il n'y a pas les bons habitants et les méchants élus, il n'y a pas les bons élus et les méchants habitants, quoi que ce soit rarement envisagé comme ça. Il y a des gens qui représentent qui représentent des entités qui sont différentes et qui ont des tonalités de légitimité différentes. Donc, quand on est élu sur un programme. Donc, si effectivement, il y a un habitant, parce que ce que tu racontes, Diangou, moi, je l'ai vécu dans l'autre sens, c'est-à-dire avec des habitants qui ne voulaient pas qu'il y ait des logements sociaux à côté de chez eux, parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment pas bien, qu'eux n'en avaient pas besoin,
c'est un quartier extrêmement, extrêmement aisé dans lequel on voulait implanter du logement social. C'est pas toujours, voilà, on n'est pas toujours dans le camp du bien, le camp du mal. Hein. C'est, voilà, chacun défend un peu ses intérêts. Et quand on est élu, on est élu et on a dit dans notre programme qu'on allait construire du logement social. Donc, en fait, si on est sérieux, on va le faire. Mais néanmoins, quand on a un vent debout des habitants qui nous disent non, 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 pas de logement social, pas à ce taux-là de logement social, nous, on est, voilà, ça va être, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Oui, on va importer la Courneuve chez nous. Alors, on a tout eu, hein, on a tout eu quand même. Bon, là, on est quand même aussi les élus de ces habitants-là, même si de fait, ils ne souhaitent pas qu'on applique le programme pour lequel on a été élu, parce qu'en fait, on est élu à 51%. Hein. Il y en a qui sont élus à 60, à 70, mais enfin, en règle générale, on est élu à 51. En règle générale, on a quand même plus ou moins la moitié de la population qui n'était pas hyper d'accord pour faire les trucs qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc, cette question de la légitimité, je pense qu'on ne la discute pas assez. C'est-à-dire, il y a des malentendus, il y a des malentendus qui devraient être justement travaillés, élaborés dans le cadre de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a tous intérêt à pas confondre ce que c'est que participer, que représenter sans être représentatif. Voilà. On devrait davantage jouer avec tous ces concepts, être beaucoup plus agile. Je dis ça parce que parfois, dans les conseils de quartier, il y avait des gens pas d'accord et disaient « on vote ». Mais c'était pas tout non, on n'était pas forcément là pour voter, justement. C'est quelque chose d'autre de la légitimité de la décision qui s'exprime dans un conseil de quartier. Il n'y avait pas un nombre d'habitants, donc il n'y a pas un corpus électoral, donc en fait, on n'aurait pas pu voter. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose à privilégier, c'est de récupérer un peu d'aisance dans notre capacité à envisager que la chose publique, elle intègre différents niveaux de légitimité. Il y a une légitimité de la science à dire une certaine vérité. Il y a une légitimité des élus parce qu'ils sont là et ils ont la charge d'appliquer un programme. Et en même temps, il y a une légitimité des habitants parce qu'en fait, c'est quand même la base du truc, c'est que les gens qui vont habiter quelque part, en fait, ils ont le droit de s'auto-déterminer dans le quartier où ils sont. Le problème, et je terminerai par là, c'est qu'un quartier, il vit souvent à côté d'un autre quartier. C'est même ce qui caractérise une ville, une région, un pays. Et c'est que les territoires viennent souvent aussi en tension les uns par rapport aux autres. Et quand on veut, par exemple, quand on décide, par exemple, d'avoir des priorités sur un quartier, en fait, c'est aussi au regard de l'autre quartier. Je vous donne cet exemple. Moi, par exemple, élu du 14e, j'étais collée à des arrondissements qui étaient 5e et 6e. Mais quand je vous dis collée, c'est-à-dire à 2 cm, on est dans un arrondissement où on ne l'est plus. Là, pour le coup, on est obligé de penser un tout petit peu plus global. Mais du coup, là, ça allait parce qu'il y avait la mairie de Paris. Mais en fait, la mairie de Paris, c'est Paris, une ville riche, à côté de villes beaucoup plus pauvres. Donc là, ça va parce qu'à nouveau, il y a une instance de régulation. Mais ces instances de régulation, elles sont constamment au minimum en micro-tension et au maximum en tension vraiment aiguë, quoi. Donc, je pense que ça fait 5 minutes, là, non? Moi, je suis hyper disciplinée. Je pense que c'est ça qui a fait foirer ma carrière politique, c'est que je m'arrêtais toujours au moment de parler quand il fallait... Respect des consignes est parfait. Merci, Marianne. Yorgos, comment vous vous positionnez par rapport à ces questions de participation et au rapport qu'ont, je pense là plutôt aux professionnels par rapport aux habitants? Comment vous expliquez aussi cette incompréhension entre habitants, élus et professionnels? Votre micro est coupé. Oui. Je disais de manière humoristique que je me positionne très mal. Parce que j'aimerais faire une petite incursion d'observateur extérieur de la société française, parce que même si j'y habite depuis 40 ans en France, j'ai une culture différente de grec de naissance et puis de globetrotter, j'ai vécu dans d'autres pays. Il y a ce refus qui remonte au 19e siècle où on ne s'intéresse plus au pourquoi, on ne s'intéresse au comment. Et donc, du coup, la technique devient un objet en soi. On discute de technique. Les techniques, elles sont au service de finalités. Et les finalités répondent à la question pourquoi. Pourquoi fait-on quelque chose? Pourquoi la rénovation urbaine? Les ingénieurs ont décidé que la problématique des quartiers, c'est parce que la pauvreté y est concentrée.
Mais je suis désolé, ils n'ont jamais mis les pieds dans ces quartiers, jamais parlé aux gens et essayé de comprendre quelle est l'expérience vécue des habitants dans le quartier. Donc, on a créé ce vocable, ce nouveau substantif, la participation, en oubliant complètement qu'est-ce que c'est que de vivre dans une démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas la représentation. La démocratie est un état d'esprit qui veut qu'effectivement on accepte la décision majoritaire si la décision a été prise dans des conditions équitables et qui ont permis aux minorités de s'exprimer. Ça, c'est la culture démocratique qui manque singulièrement en France. Il n'y a qu'à voir le gouvernement actuel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la démocratie ne signifie pas que la majorité qui sort des urnes est capable d'écraser la minorité. Il y a un respect qui doit, je dirais, faire partie de la conviction qu'on est la même communauté, mais avec des différences d'avis à un moment donné. Donc la participation, si elle ne produit pas du sens, pourquoi et à quoi les gens participent? À donner, je ne sais pas moi, de l'ampleur, à acclamer l'intelligence du décideur public ou la compétence du bureau d'études qui a créé le projet? Non. Les conséquences vont être celles de leur vie au quotidien, celles de gens qui habitent un quartier. Et habiter un quartier, c'est complexe. Ce n'est pas juste avoir un endroit pour dormir et avoir un magasin pour s'alimenter, disons simplement. C'est la notion, encore une fois, de pouvoir d'agir et de réaliser la vie qui fait la différence entre je cherche à m'inscrire dans un parcours de vie, dans une trajectoire, pour suivre y compris mes aspirations et mes rêves, et pas simplement subir la satisfaction des besoins fondamentaux de genre pyramide de Maslow, c'est-à-dire avoir un toit, avoir accéder à la bouffe, même pas à la nourriture, et ainsi de suite. Donc la participation, c'est aussi le moment où on reconnaît à tout un chacun la dignité d'être un citoyen actif. Et ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment pas simple. Un jour, j'ai posé la question à une présidente de conseil citoyen, naïvement, bien sûr, mais est-ce que vous êtes consciente de votre rôle politique? Je pensais le politique dans le sens premier du terme politique, c'est-à-dire s'impliquer dans les décisions qui concernent les communs. Et sa réponse extrêmement spontanée et presque, je dirais, violente, mais non, monsieur, nous ne faisons pas de la politique, me fait penser que nous avons oublié justement ce que c'est que la politique et qu'est-ce que c'est que la participation des citoyens aux affaires de la cité. Parce que tout de suite, elle voyait la politique comme exercée par une certaine catégorie. Je ne dis pas ça pour Marianne, hein, et je vais modérer mon propos parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui épousent la carrière politique, parce que ça représente une somme de boulot que le commun des unions n'a pas d'heure, et ainsi de suite, ce qui pour une mère de famille doit être plein de sacrifices. Donc, la participation, moi j'y ai trouvé l'enthousiasme de effectivement venir imaginer l'avenir d'un quartier. Mais je l'ai rarement entendu de cette manière-là. Je l'ai entendu dans quelques endroits. Je pense par exemple à ce qui a été fait, parce que je sais qu'il y a des gens du territoire de Saint-Quentin, au Bois de l'Étang à Verrières. Mais ça a été un processus long d'apprivoisement entre une équipe municipale et les habitants, pour justement surmonter cet effet du bon et du méchant
qui est injuste et qui ne représente pas la réalité. Il y a des bons et des méchants de tous les côtés. Et donc, moi, je dirais, c'est des bonnes intentions, mais pas nécessairement, je dirais, qui correspondent, qui peuvent produire ce que les intentions suggèrent. Combien de fois j'ai vu ces erreurs de dire, eh ben, puisque le problème d'un quartier politique de la ville, c'est la concentration de la pauvreté, eh ben, déconcentrons la pauvreté et à ce moment-là, tout ira bien. Et déconcentrer la pauvreté, ça veut dire démolir un certain nombre d'immeubles et donc construire des neufs à la place. Comme Marianne, je dirais, je ne suis pas contre la démolition, mais c'est une mesure ultime, une mesure qui ne peut être justifiée que parce que nous nous sommes fixés une qualité, un seuil, je dirais, ou des exigences de qualité, et que ce bâtiment, quoi qu'on fasse en le réparant, on n'y arrive pas. Donc, dans ce cas-là, je peux estimer que légitimement, la question de sa démolition est sur la table. Mais c'est un cas extrême. Et donc, la participation, je demande à voir. Parce que je pense que nous avons complètement, en se focalisant sur les aspects techniques ou procéduraux, on oublie le pourquoi la participation citoyenne s'est imposée. Enfin, il y a un problème majeur derrière la participation. C'est le modèle de société. Le néolibéralisme nous a imposé une idée selon laquelle la société, c'est une somme d'individus. Ben non. Une somme d'individus ne fait pas société nécessairement. Et la société, c'est a priori plus que justement la somme des individus qui la composent. Et donc là, on a besoin de reconsidérer ce qui fait société et que de ne pas oublier que l'espèce humaine est une espèce sociale. Et elle l'a été depuis le début, elle est l'héritière d'autres espèces sociales, chez les singes, chez les grands singes, etc. Et c'est cette capacité à faire collectif, à faire intelligence collective, qui est à l'origine de l'extraordinaire succès ou domination des humains dans la nature. Donc, je ne sais pas quoi dire d'autre, je pourrais continuer parce que pour moi, la démocratie, c'est quelque chose, je dirais, de chevillé au corps, démocratie comme ensemble de valeurs, comme état d'esprit. Et donc, la participation est tellement naturelle que finalement, je ne sais pas quoi dire de plus pour la défendre. Je vais vous laisser tous réagir ensuite. Peut-être une dernière question. Le tableau que vous dressez là, il montre toutes les difficultés, les tensions, les obstacles, mais aussi des points de convergence et des envies de mieux travailler tous ensemble. Si on veut ressortir de là un peu moins déprimé qu'on ne l'est déjà, quelle proposition vous feriez pour que la participation des habitants soit effective, pour que les enjeux de santé soient mieux pris en compte dans les projets urbains? Sur quel levier, d'après vous, on peut agir, on doit agir? Yorgos, peut-être, si vous voulez enchaîner. Oui, très bien. Une de mes sources d'inspiration, c'est l'Amérique du Nord. Je dis bien Amérique du Nord, pas seulement le Québec, parce qu'à New York, j'ai vu les mêmes choses exceptionnelles et j'ai connaissance d'autres territoires aux États-Unis qui effectivement réalisent des cas exceptionnels dans le sens de l'appropriation du milieu urbain. Ce qui manque, encore une fois, c'est la création d'une initiative, c'est-à-dire que quand les gens sont convaincus que être citoyen signifie d'être bénéficiaire passif de services publics et pas de participer activement aux affaires de la cité, ce qui est un peu le cas en France,
eh ben, comment les initiatives émergeraient dans la tête des gens. Et c'est dans l'adversité, le cas exposé par Django le montre, hein, c'est dans l'adversité que les gens se rassemblent, qu'ils font opposition, qu'ils découvrent qu'ils peuvent avoir une parole qui compte et finalement qu'ils prennent goût à cette organisation collective. Mais cette organisation collective est le fruit de création spontanée de ce que moi j'appelle communauté, c'est-à-dire de gens qui partagent des valeurs. Or, en France, le terme communauté est un gros mot, parce qu'il est mal utilisé, mal compris et instrumentalisé par certaines politiques que je ne qualifierai pas ici. Donc, la question de la communauté, c'est la création du lien social, l'existence de multiples communautés dans le quartier est une mesure du lien social et donc de la capacité de ces sociétés à coopérer, et ainsi de suite. Et pourquoi j'ai fait ce long détour? C'est que la participation se limite à recueillir des opinions individuelles, des avis d'un soir, d'une réunion publique. Or non, ça ne peut pas. Même quelqu'un qui connaît un peu les choses ne peut pas donner un avis comme ça. Et donc, il faut qu'il y ait ce débat parmi les citoyens, cette digestion un peu des problèmes, cette reformulation des problèmes. Et donc, à ce moment-là, les citoyens, collectivement, opposent un point de vue aux politiques. Et oppose n'est pas une déclaration de guerre, c'est le débat politique habituel. Et c'est une position libérée des multiples intérêts particuliers. Les gens ne viennent pas défendre leur bout de trottoir, ce qui est souvent le cas dans les conseils de quartier, etc. Donc, c'est un idéal que je déploie ici, j'en suis conscient. Et la possibilité de mettre le quartier en mouvement, ça ne se fait pas de manière spontanée. Mais c'est la raison pour laquelle au Québec, ils ont même des formations, il y a même des masters sur l'organisation communautaire. J'essaye modestement de le faire dans le master que je dirige, mais avec beaucoup de précautions et en essayant d'adapter les mots que j'utilise, parce que je suis conscient que je vais à l'encontre d'une culture dominante en France. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Yorgos. Marianne, pour vous, quel levier d'action, sur quelle piste on doit travailler aujourd'hui pour améliorer les choses? Alors, il y avait deux pistes, dont l'une est un peu plus gazeuse que la deuxième, donc je vais vous la garder pour après. Ma première piste, c'est quand même toujours en rapport avec cette affaire d'éducation populaire. Moi, j'y crois vraiment. Vraiment. Et pour le coup, j'avais été vraiment frappée par le fait que, parce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, et je m'en excuse auprès de mes camarades de mon association Élus Santé Publique et Territoire, que j'ai vu arriver dans la conversation, donc ils sont là. Et nous saluerons peut-être tout à l'heure. Et avec eux, on a réfléchi à ces questions vraiment depuis un long moment. Donc, ce n'est pas qu'on ait des solutions forcément éclatantes, mais en tout cas, vraiment, on s'y est mis à plusieurs pour penser tout ça. Et j'avais été assez frappée pour le coup que les termes qui revenaient tout le temps dans l'idée de mettre en place une santé publique, enfin, de modifier les déterminants pour mettre en place une santé publique, des éléments favorables à la santé, était toujours, voilà, la prescription qu'on faisait, c'était il faut de la transversalité, il faut de la coopération, il faut que les gens travaillent ensemble. Je pense que j'ai fini pendant 15 ans les colloques, il fallait tous qu'on travaille ensemble. Et la prescription ne bougeait pas, il fallait toujours qu'on travaille ensemble. Et donc, on ne s'était jamais vraiment demandé, oui, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas envie, ou que ce ne soit pas possible, ou que ce soit compliqué de travailler ensemble. Sans doute pour les raisons de tension intrinsèque que j'ai décrites tout à l'heure, mais aussi parce que j'ai l'impression que dans notre façon de produire des gens qui vont prendre des décisions, que ce soit
les bons élèves qui deviennent chefs de bureau, que ce soit les élus qui sont sélectionnés dans les partis, puis qui sont sélectionnés par voie d'élection. À chaque fois, on sélectionne justement les gens à des places où, en fait, ils feront tout sauf de la coopération. Ils seront sélectionnés par leur capacité à ne pas avoir coopéré. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve dans les meilleures sphères, les plus hautes sphères des décisions, ce sont les très bons élèves qui ont donc dû souvent être meilleurs que les autres, surpasser les autres, et être vraiment pas du tout justement dans la coopération. Donc je pense qu'on peut quand même réfléchir à la façon dont on recrute nos décisionnaires, nos décideurs, pas seulement les décideurs politiques, hein, mais tous nos chefs. Il y a un moment où on va peut-être falloir mettre sur la table qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'il faut coopérer et puis de l'autre côté de sélectionner toujours ceux qui justement se sont distingués par leur absence de coopération. Et le deuxième élément que j'appelais plus gazeux, mais il m'est très cher, et donc j'avais déjà écrit dessus, ça avait d'ailleurs été à la dernière journée nationale d'études de SPT de l'Association Histoire des Bibliothèques et Territoires, j'avais beaucoup essayé de dire ça. C'était que face à l'hypercomplexité qu'on a cernée, la technique, 1000 mots techniques, mais pas seulement, la complexité politique. Il y a une hypercomplexité de partout. Dès qu'on essaye de prendre un chemin, il y a 4 barrières devant. Enfin, donc, il y a cet aspect d'hypercomplexité et d'hypervolume des éléments. Il y en a partout. Il faut, chaque fois, c'est des choses qu'on empile, des considérations qu'on empile, et donc, malheureusement, je pense que face à l'hypercomplexité et l'hypervolume, il n'y a qu'une attitude à avoir, c'est justement de ne pas faire. Mais ne pas faire, je pense que c'est une des choses les plus difficiles qui existent. Donc ne pas, parce que ne pas, c'est pas, ça fait triper personne. Hein. Si vous faites un programme politique en disant, écoutez, on va se mettre tous ensemble, puis on va ne pas construire, ne pas déconstruire, ne pas consommer, ne pas... Le problème, c'est qu'il y a un moment où on ne va pas arriver à trouver des trucs supplémentaires pour résoudre la complexité par des choses qui rendent encore plus complexe. Donc, ne pas, ça veut dire qu'il va sans doute falloir rentrer dans une forme de sobriété dont on n'a pas encore trouvé malheureusement ce qui va venir nous satisfaire en plaisir. Je ne dis pas en raison. En raison, on sait qu'on va tous vers la sobriété, c'est par là qu'il faut aller. Le problème, c'est que ça fait très peu plaisir. Ça fait un peu plaisir aux gens qui sont dans certaines circonstances, quand par exemple vous faites un régime et vous ne mangez pas et vous avez la satisfaction de ne pas, mais si vous cherchez, il y a très très peu d'occasions en fait dans lesquelles ne pas est agréable. Et là, je pense qu'on est vraiment face à un truc que j'aimerais discuter avec d'autres, c'est comment arriver à ce que c'est s'abstenir de faire trop de dispositifs de coordination, de faire trop de choses. Comment est-ce qu'on va arriver à ce que ce soit plaisant et suffisamment plaisant pour que des gens qui ont bossé toute la journée aient envie de s'y intéresser le soir à une réunion publique, dans une association. Parce que c'est ça l'éducation populaire, il y a un moment, il faut que ce soit un peu sympathique. Et j'avoue que mes réunions publiques, et malgré toute mon application à ce que ce soit pédagogique, et avec une attention à la forme et à l'honnêteté du discours et à placer, c'était quand même parfois sans doute un peu fatigant. Et ça sélectionnait encore une fois, je pense, des gens qui n'étaient pas nécessairement dans la coopération, mais bien plutôt dans le fait de celui qui parle le plus fort, celui qui a un peu écrasé les autres. Donc là, je parle vraiment d'un changement de société au sens où si on dit que la coopération, c'est ce qu'on doit faire, alors il faut mettre tous les moyens pour le faire. Voilà. J'espère que ce n'était pas trop gazeux. Et c'est parce que ça m'est cher. Je continue ça dans le nouveau boulot. Merci Marianne. Django, pour vous, qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on peut changer, et même plus précisément, quels conseils vous donneriez aux professionnels? Parce que parmi les participants, je pense qu'une grande majorité sont des professionnels. Ah, alors ce qu'il faut changer déjà, c'est qu'il faut arrêter les réunions le samedi matin à 9h ou 8h, maximum 30 personnes. Il faut arrêter ça. Ou le soir à 19h, arrêter ça après une longue journée de travail. On arrive à ce genre de réunion énervé déjà par le patron, les enfants et compagnie. Tu te tapes encore une réunion de NPNRU. Là, ça nous monte vite en pression. Moi, je pense que les réunions en plein air, pour moi, c'est les meilleures choses. En tout cas, nous, le Conseil citoyen, on a fait énormément de réunions
réunions en plein air et ça a très, très bien fonctionné, les réunions en plein air. On a fait des balades urbaines. Bon, pour moi, j'habite ce quartier-là, mais les autres membres du Conseil citoyen n'habitaient pas ce quartier-là, ils étaient du côté Stade de France. Donc, ils découvraient le quartier franc-moisin. Des balades urbaines, aller au-devant des habitants, leur dire qu'il y a un projet de rénovation urbaine, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les intéresse. Nous, on a fait de l'éducation populaire, tout simplement. C'est qu'on a été sur le terrain, constamment, de 2015. De toute façon, moi, je suis née sur ce quartier, donc je peux être que sur le terrain. Mais voilà, la création du collectif, ça, c'est la création du collectif, il s'est créé sur le terrain. La création du groupe WhatsApp, on a réussi à créer un groupe WhatsApp où il y a une transparence sur toutes les informations que la ville nous envoie. Donc, on leur renvoie dans le groupe WhatsApp. On déchiffre les mots. Il y a une vulgarisation des mots. Je trouve que ça a été plus facile et les gens, ils ont compris en fait ce que c'était une rénovation urbaine parce qu'on a mis vraiment du temps à comprendre quel immeuble va être touché, quel logement allait, le nombre de logements qui allait être impacté. Donc, il y a tout ça. Mais en fait, c'est l'éducation populaire. Il faut venir en tant qu'humain, tout simplement. Après, c'est difficile en tant qu'élu, architecte, de venir dans un quartier avec l'écharpe. Bon, ça fait vraiment politique, mais je pense que dans des projets comme ça, où les habitants sont les experts du terrain, il y a un côté humain à un moment donné. Il faut vraiment y aller en tant qu'humaniste et discuter avec ces gens-là et demander ce qu'ils veulent vraiment, en fait. Ce qu'ils veulent vraiment de leur quartier. Après, moi, je suis pour un référendum citoyen. Je me dis, on vote pour les municipales, on vote pour les présidentielles. Pourquoi pas voter pour des projets urbains à grande échelle? De toute façon, le référendum qu'on a fait sur notre quartier, on l'a fait avec appui, qui nous a beaucoup aidé jusqu'à présent, qui nous aide. Après, il faut voir, il faut le suivi. Moi, je pense que même dans les projets de rénovation urbaine, après ça, c'est des pistes qu'on a, mais qu'on a que maintenant, en sachant qu'en 95, j'ai connu une rénovation urbaine, mon immeuble a été touché, on est tous tombés malades, et on en parlait même dimanche. Et là, il y a encore un projet de rénovation urbaine de 2015 qui va aller jusqu'en 2030. Je pense que dans chaque projet de rénovation urbaine, il faut une fois par mois des séances d'écoute avec un médecin ou peut-être un psychologue ou des paroles ouvertes. En fait, je pense que ça, c'est important. Je pense qu'à un moment donné, les habitants, ils ont ce besoin de parler, d'évacuer le stress, la charge mentale. C'est beaucoup des questions. Je refais mon appartement, je ne refais pas. Non, mais il va être détruit. Là, c'est nous, le collectif franc-moisin, dans les questions WhatsApp, c'est vraiment des questions qui reviennent. Ah, je suis fatiguée, je refais mon appartement, j'ai le stress, je ne sais pas où je vais y aller, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, ça fait 40 ans que je suis ici, je suis bien ici. Je pense qu'il faut mettre en place des groupes de parole, peut-être mettre des groupes de parole par immeuble. Mettre des groupes de parole par immeuble et qu'il y a un médecin ou peut-être un psychologue ou je ne sais pas, un groupe de parole ouvert et qui parle avec les habitants. Mais là, je parle du côté mental, je parle du côté santé mentale. Vraiment pour déstresser, en fait. Pour déstresser. Moi, mon immeuble, il n'a pas été impacté, mais toutes les réunions, elles ont été très houleuses. Très houleuse. Ça a été vraiment la confrontation entre habitants et élus. Ça, c'est quelque chose de lourd, même visuellement et même d'entendre. Ça a été très, très lourd. Après, nous, on a eu une autre réunion qui a été faite en plein air, qui a été aussi un choc visuel. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut… moi, je suis pour le référendum. Voilà, pour terminer. Je suis pour un référendum. Je suis pour la transparence des informations, créer des groupes WhatsApp, des collectifs d'habitants. Et peut-être, dans notre groupe WhatsApp, il y a même l'élu du quartier, pour vous dire. Là, la transparence, elle est totale. C'est-à-dire que les habitants, ils disent tout ce qu'ils ont à dire. Et créer, une fois par mois, un groupe de parole, ou je ne sais pas, un groupe de détente, pour que les habitants qui sont touchés par cette rénovation urbaine puissent vider leur sac. Voilà ce que je peux dire. Je termine par ces mots-là. Merci Diangou.
Est-ce que l'un ou l'autre veut réagir aux propositions des autres? Bah, on aurait 10 000 trucs à dire, mais là, il faut peut-être engager le débat avec ceux qui nous écoutent. Vu que c'est un débat sur la conversation et la bonne tenue de la conversation, ce serait sympa qu'on parle avec les gens. Mais je pense que Marianne a posé une très bonne question avec le ne pas faire, hein, ou à soulever quelque chose de très important, ne pas faire. Et moi, je suis encore une fois un peu surpris. Quand on fait un choix, on se donne des critères. Et donc, ces critères, ils peuvent appartenir à un ensemble, je dirais, de critères légitimes qui sont des critères qu'il faut respecter dans tout choix. Alors bon, les rénovations heureuses, c'est-à-dire qui augmentent le bien-être de la population, c'est une proposition qui peut sembler un peu démagogique et qui ressemble à l'utilitarisme ancien, mais la question, elle ne peut trouver de réponse que par l'implication des habitants. Ce qui a été fait au Franc-Moisin appartient aux communautés de francs-moisins, mais il ne peut pas être reproduit à l'identique dans un autre quartier. Il sera reproduit si les citoyens sont à l'initiative avec des variantes qui représentent les idiosyncrasies locales. Donc, parce que je vois en même temps les questions-réponses et que j'ai vu à une remarque de Martine Antoine, que je salue, oui, le communautaire, ça se fait aussi en France, mais ça se fait de manière discrète. C'est pas, je dirais, quelque chose qui est mis en avant comme une innovation réelle. Et pourtant, ça mériterait d'être évalué, comparé à d'autres initiatives pour voir si ça produit des choses différentes. Mais après tout, qu'est-ce qu'on cherche? J'ai l'impression qu'on fait de la rénovation parce qu'il faut rénover. Et que nous sommes, je dirais, dans des justifications circulaires. Et après, on invente, je dirais, des bénéfices sanitaires. Enfin, on invente, c'est un très vilain mot que j'ai utilisé. Enfin, on rajoute les bénéfices sanitaires parce qu'il y a des bâtiments insalubres, etc. Mais la question de la dignité, encore une fois, de vivre dans des lieux dignes, ça veut dire quoi? Reconnaître le statut des personnes et pas juste d'un membre d'une étiquette de population vulnérable, ça veut dire quoi? Comment on le traduit dans les actes? Donc, il y a des nouvelles valeurs, il y a une nouvelle éthique à explorer. Et ça, ce n'est pas simplement du luxe. Et là, vous voyez que le scientifique que je suis censé être normalement, il parle d'affect, il parle de choses, je dirais, qui nous touchent, et pas seulement de chiffres froids et objectifs. Et donc, cette notion éthique, cette notion de reconnaissance de chacun de nous comme une personne entière, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit dans les actes? Dans les opérations urbaines, dans la prise de décision politique et ainsi de suite. Ce n'est pas la justification technique qui guide cette décision. C'est les finalités, c'est les buts poursuivis. Et les buts poursuivis, c'est, j'ose espérer, plus de bien-être pour tout un chacun, de résilience, de soutenabilité qui vient derrière, et probablement, encore une fois, de réussite de sa vie, ce qui donne la justification à la santé. Je conseille, parce que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels dans ceux qui suivent, je conseille vraiment la lecture de Didier Fassin. Parce que Didier Fassin, en parlant d'inégalité de vie, nous confronte justement à ce que l'espérance de vie peut dire à quelqu'un qui vit dans la galère, pour quelqu'un qui vit dans la galère, par rapport à quelqu'un qui n'a pas les mêmes problèmes. Donc l'espérance de vie est un très vilain indicateur parce qu'il
contribuent à augmenter les inégalités tout en essayant de les masquer. On va aller faire un tour du côté de nos spectateurs de l'ombre. Et Lilia, est-ce que tu peux nous partager les réactions, les témoignages et peut-être les questions aussi Alors, je vais revenir sur une première série, mais je pense que vous les avez vus aussi. On a beaucoup de commentaires qui abondent, qui vont dans le sens de vos exposés, qui rappellent que la participation ne peut pas être décrétée, qui rappellent la nécessaire légitimité, reconnaissance de la légitimité des différents savoirs, élus, techniciens, habitants, évidemment. On a pas mal de conseils de lecture, d'ailleurs, pas uniquement celui de Didier Fassin, on vous fera suivre tout ça. Il y a également beaucoup de propositions, comme la mise en place de temps de culture, pour construire une culture commune avec l'ensemble des acteurs en amont de l'élaboration d'un projet. Il y a énormément de choses aussi sur lesquelles vous avez déjà répondu. Peut-être une question assez précise et qui s'adresse plutôt à Marianne, mais je pense que le regard des autres intervenants est intéressant aussi, sur comment en tant qu'élu, arbitrer entre intérêts particuliers, y compris concernant un groupe, un collectif, et intérêt général. Il y a une question, bon, ça peut-être on peut peut-être partir là-dessus. Après, il y a pas mal effectivement de questions en lien avec la période actuelle, hein, comment faire communautaire par temps de Covid. Il y a eu des éléments de réponse dans le chat, mais peut-être que vous souhaiteriez revenir là-dessus. Et puis, une question assez précise aussi, c'est comment va-t-on chercher la demande des habitants, avec un exemple très précis, par exemple sur le PNSE 4, les espaces de calme du projet du PNSE 4, qui définissent ce que c'est. Voilà. Sur la question, moi je trouve que c'est une super question, mais c'est évidemment qu'on ne peut pas choisir. Évidemment que c'est sans arrêt le sujet. S'il n'y avait pas ça, le fait de devoir arbitrer en permanence le plus éthiquement possible entre des groupes qui ont des intérêts collectifs, individuels, semi-collectifs, général, moi je crois pas vraiment au fait qu'il y ait un intérêt général. Je pense qu'il y a, c'est un concept, l'intérêt général, mais qu'il existe rarement. Je veux dire, l'intérêt général des habitants du 14e arrondissement, est-il l'intérêt général de leurs voisins? Est-il l'intérêt général voilà, de ceux qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques? Et pourtant, à un moment, par exemple, quand il va s'agir de régler la question de l'eau ou de l'air, la question du 14e arrondissement, elle est assez la même que les autres. Je pense par exemple à un exemple qui est, bon, on veut tous pouvoir traiter nos déchets, mais on ne veut pas accueillir les déchets sur notre commune. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a un moment, ces questions-là prouvent bien qu'on est sans arrêt travaillé par les questions d'intérêt général et d'intérêt collectif. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, la condition humaine est inconfortable. Le tout, c'est que c'est le principe du truc. C'est qu'il faut. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais référence à la question du plaisir. C'est pas le plaisir au sens où c'est fun ou quoi, non, c'est retrouver le plaisir de la démocratie, y compris dans sa dimension conflictuelle, c'est-à-dire que ça fait du bien d'arriver à dire ce qu'on veut dire, même quand voilà, c'est mal dit, c'est que des morceaux, c'est pas à la bonne heure, parce que le samedi ça va pas, mais le soir ça va pas non plus, puis de toute façon dans la journée ça va pas non plus. Mais je veux dire, on ne va pas là ressortir ni d'un webinaire, ni même de 10 webinaires sur « alors en fait, pour faire participer les habitants, il faut… Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'à force de discuter et de discuter vraiment, on peut arriver à ne pas sortir trop de généralités. Je pense que vraiment, une conflictualité suffisante fait qu'on ne sort pas trop de généralités, du genre il faut mettre de la santé dans toutes les politiques. Oui, mais ça, on est tellement tous d'accord qu'il y a un loup. C'est bien donc que ça doit être compliqué et qu'il doit y avoir des intérêts en tension et qu'il faut les identifier et que peut-être ça a à voir avec ce que santé veut dire ou que peut-être certains font exprès de comprendre santé d'une façon et d'autres pas. Voilà, enfin, c'est décortiquer les situations de façon à relancer la conversation. Mais je veux dire, moi, je n'ai que ça comme objectif, que la conversation démocratique soit vivante. Mais il n'y a pas un moment où, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, on va dire, ah ben non, mais en fait, l'équation parfaite, c'est ça. Je pense que par contre, je suis un peu frappée parfois qu'on soit quand même, on n'ait pas beaucoup d'exigences envers les gens, envers les décideurs. C'est-à-dire, il y a un moment où quand même, je veux dire, on ne vit pas dans une dictature. Hein. Vous avez le droit de vous engager en politique, vous avez le droit d'en faire. Ouais, c'est un peu fatigant, mais je veux dire, tout le monde peut y aller. Donc, peut-être qu'à un moment, il faudrait aussi davantage aller passer quelques soirées à
à se prendre le chou les uns avec les autres, parce qu'en fait, ce sont des très bons indicateurs en santé communautaire, hein, la conflictualité suffisante. C'est-à-dire que plus on est à aller aider les autres, et puis aller aider les autres, mais au sens où c'est désagréable, ça prend du temps, plus on a en fait des indicateurs, là pour le coup, de santé biomédicale qui sont bons, hein, enfin, je veux dire, vraiment, hein, en termes de diabète, de maladies cardiovasculaires, il y a une conflictualité qui est nécessaire. On a besoin de se prendre le chou. Voilà, je pense que c'est… Et après, le faire d'une façon respectueuse et un peu plaisante, bah, c'est toujours agréable. Je pense qu'on n'est pas obligé de finir en bagarre générale. Mais bon, ce que dit Diangou, c'est que parfois c'était dur, que c'était même visuel, je crois que c'est l'adjectif que tu utilisais. Mais je veux dire, ouais, mais ça fait quand même du bien, quoi. On a des vies un peu moins petites quand on est engagé à plusieurs. Moi, je trouve toujours ça. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est adressée dans le chat, question de Nathalie Rubin, qui me cite nommément. Donc, c'est une question complexe parce que ça représente différentes étapes. Et la première étape est effectivement une étape de diagnostic. Et donc, je dirais que ce que nous essayons de faire quand nous enquêtons dans les quartiers, comme on dit, de manière ethnographique, quand on récolte le récit de vie ou des multiples récits de vie, on détecte toutes sortes de tensions qui peuvent exister entre un ensemble d'immeubles et un autre, entre des communautés particulières, avec, je dirais, mention de tel manque de respect, et ainsi de suite. Donc, nous trouvons toute une série de pistes qui nous permettent de mettre des sujets sur la place publique. Ce que je ne fais jamais, c'est mettre mon sujet. Moi, je me pose une question. Est-ce que l'espace de calme est quelque chose, je dirais, qui correspond? À ce moment-là, je dirais que je trouverais tout à fait normal que la ville crée des espaces de calme et de voir les réactions des citoyens, qui les découvrent. Le plus difficile, c'est en fait d'arriver et de faire ces espaces de calme en ville, mais il y a des urbanistes compétents en paysage sonore qui y arrivent. Donc, pour revenir au début de mon propos, c'est trouver les sujets que se posent, les questionnements que se pose le citoyen avec ses mots. Et donc, c'est à partir de là qu'on déroule des fils. Et pas en cherchant a priori des solutions standards que l'on va proposer à la société. C'est une autre façon de faire, mais c'est une façon qui permet l'engagement du citoyen, parce qu'on part de ses propos et de ses idées et de ses difficultés finalement. Après, je dirais, il y a des attitudes, pour revenir à un meilleur dialogue entre le politique et le citoyen, une meilleure compréhension finalement des positionnements respectifs et des difficultés de chaque statut, qui n'est pas toujours aussi simple qu'on peut le penser de l'extérieur. Je dirais très simplement que j'ai appris sur le terrain, par les propos, en écoutant les gens, à mieux les comprendre, en les observant, à mieux les comprendre, et donc à m'imposer finalement une certaine forme de respect. Et quand les habitants d'un quartier informel dans la périphérie de Dakar, des années après, parce qu'ils étaient en train de parler très mal des Blancs qui ne comprennent rien, et je dis, et moi là, je suis quoi? Elle me dit, mais toi, tu es toujours venu ici en ami, tu ne nous as jamais joué, je dirais, tes solutions et ton expertise. Et tu nous as écoutés et on a travaillé ensemble. Mais je ne le savais pas. Si vous voulez, honnêtement, je ne l'ai pas fait exprès, c'est comme je suis. Et donc, on apprend finalement au contact des personnes, des gens, des citoyens que l'on rencontre. On apprend effectivement à comment faire sortir cette demande, les faire rêver un peu
de leur propre façon et pas selon leur logique et pas avec la logique de l'expertise. Et ça, j'y tiens, parce que je pense que c'est une pratique que l'on appelle dans le monde scientifique transdisciplinaire. Dans une façon plus simple, je dirais que c'est comprendre que la société n'est faite que de pairs, P-A-I-R. Il n'y a pas d'autre compréhension de la société. Et le fait que l'on occupe un statut à un moment donné, j'ai choisi de servir, je dirais, donc je me propose à la fonction d'élu, c'est un statut passager qui ne donne pas plus de droits que ça dans une société qui est faite de pairs. Et pour le scientifique, on appelle ça la transdisciplinarité, c'est-à-dire où les savoirs de l'expertise, quelles que soient nos années d'études passées à l'université, et les savoirs de l'expérience, ils doivent dialoguer sur le même plan. Ce n'est pas mon expertise qui me donne la légitimité d'imposer un point de vue. Mais ça, c'est de l'éthique, hein. Encore une fois, je l'ai dit, hein. Nous sommes dans le champ éthique. Et j'ose espérer que de ce point de vue-là, on rejoint le politique. Mais parce tu que vois, c'est aussi un point éthique. Oui. Moi, je suis assez d'accord que c'est passager, les mandats. Enfin, j'ai trouvé ça agréable de circuler en étant habitante, citoyenne, salariée. Enfin, j'ai eu plusieurs places et j'ai toujours voulu le garder. Mais ceci dit, il y a quand même un truc, une critique qu'on peut s'adresser à nous-mêmes, c'est que en même temps, on veut toujours voter pour des politiques connus. Pour qu'ils soient connus, il faut qu'ils restent longtemps, hein. Et donc, du coup, on vote un peu pour des têtes d'affiche, et justement. Oui, et là, c'est tout le monde qui fait ça, hein. On vote pour des gens connus. Pourquoi on fait ça? C'est une culture, Marianne, qui change. Et on peut voir la pratique politique dans les pays scandinaves, qui n'est pas la même que celle avec plein de symboles, je dirais, un peu ronflants de la République en France. Moi, c'est le bonapartisme français, je ne l'accepte pas non plus. Cette idée qu'il faut qu'une personne incarne une fonction, c'est contraire à mes valeurs démocratiques. Mais mes valeurs démocratiques, chacun les suit s'il y croit. Je veux dire, je ne cherche pas à imposer ma vue comme meilleure. Mais je suis totalement d'accord sur le fait que oui, il y a une culture et que cette culture génère des difficultés. Mais cette culture est amendable, comme toute culture. Par exemple, à l'école. Lilia, est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions que tu voudrais nous partager? Alors, il y a une question très précise à Yorgos également sur les EIS. Est-ce que c'est un outil qui vous semble répondre en partie aux enjeux évoqués aujourd'hui? Et comment aller au-delà de la consultation, savoir s'il est suffisamment connu et reconnu, connu par les institutions au-delà de l'ARS? La réponse est dans la question. Si vous traitez l'EIS comme un outil, vous n'arriverez pas à lui donner son ampleur. L'EIS est un processus, si vous voulez, d'apprentissage collectif avec les acteurs. En tout cas, c'est ma pratique, hein. C'est un processus d'apprentissage collectif avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, puisque l'EIS porte soit sur un équipement, soit sur un territoire. Et donc, ce processus d'intelligence collective nécessite d'utiliser des modes d'animation particuliers. Alors, marginalement, il y a des diagnostics genre niveau sonore ou îlot de chaleur urbain, mais je dirais cette partie technique, elle est versée dans quelque chose de beaucoup plus général. Et quand je parlais des enquêtes ethnographiques, les questionnements que l'on récolte en allant frapper aux portes ou dans les mini-ateliers, etc., sont une partie qui alimente, encore une fois, de manière beaucoup plus importante qu'un relevé de qualité de l'air, sauf problématique très particulière locale. Donc voilà, le IES, c'est un processus, je dirais, un peu souple,
qui permet de questionner, d'ailleurs, pour répondre à une question d'Hervé Stelka dans les questions-réponses, dans lesquelles on introduit aussi des enjeux de nature en ville, des notions de biodiversité, de la lutte contre le changement climatique. Donc, à partir du moment où l'EIS ne porte pas sur ce qu'on appelle habituellement environnement, qui est la partie physique dans laquelle il y a les facteurs de risque qui génèrent des expositions. Mais si on le traite comme un milieu de vie, qui est normalement inséparable du vivant, le vivant a besoin d'un milieu de vie, et bien dans ce milieu de vie, on trouve tous les éléments qui le composent, y compris, je dirais, les oiseaux, les nuisibles, tout, on trouve tout. Et souvent, on voit qu'il y a des questionnements et que ces questionnements, on peut les prolonger et générer, encore une fois, de l'intérêt qu'on n'avait pas prévu avant. Donc, je pourrais m'étendre sur la question de la biodiversité et de la nature en ville, parce que c'est des questions qui m'intéressent et c'est des questions qui sont indissociables du bien-être, qu'on le veuille ou non. Parce que spontanément, je dirais, on remarque tout de suite quand les bourgeons gonflent qu'il y a un petit peu de verre sur les arbres, on le ressent dans notre corps, on réagit. Quand les oiseaux commencent à chanter, on réagit. Et donc, on est habitué, donc ça ne fait pas partie de notre discours, mais on réagit. Donc, c'est des éléments très importants du bien-être. Et donc, voilà comment l'EIS peut être mené en tant qu'impact du milieu de vie sur le bien-être et inclure toute une série de questions qui n'étaient pas nécessairement présentes dans l'approche biomédicale, le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, et ainsi de suite. On va devoir clôturer cette table ronde, ce qui va être évidemment frustrant pour vous et pour les spectateurs, j'imagine. Est-ce que Diangou, Marianne, vous voulez dire un dernier mot de conclusion? C'est un peu une question piège. Non, mais je voulais dire que merci, que c'est toujours un plaisir pour le coup de bosser avec la fabrique. Enfin, c'est pas du tout de la flagornerie, c'est que je trouve c'est courageux de s'attaquer à ces sujets complexes et avec des voix qu'on fait rarement dialoguer ensemble, parce que quand même une partie de la solution, c'est d'arriver à mettre en œuvre ce genre de dialogue, qu'on puisse se parler. Donc là, chacun était dans son rôle, mais on voyait que c'était possible de discuter. Moi, ce que je voulais dire vraiment, c'est que tous les trucs dont on parle, c'est-à-dire que quand on décide d'avoir des priorités, elles ont un coût. Et donc, il faut identifier les tensions, et après faire des choix. Mais ce qui est sûr, c'est que la qualité a un prix, que quand on doit, par exemple, faire que les gens doivent marcher, ben, il ne faut pas faire les métros trop loin de chez eux. Mais en même temps, il ne faut pas les faire trop près, parce que si le métro... Donc, en fait, travailler ensemble, ça veut dire être prêt à affronter une série de tensions et pas s'imaginer qu'on va trouver le consensus d'abord. Voilà. Donc, je trouve ça... Je trouve qu'il faut l'envisager comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir des problèmes, et puis ça va être sympa parce qu'on va devoir les résoudre ensemble. Mais je pense que c'est ça le prisme dans lequel il faut se mettre pour arriver à articuler les questions de ville et de santé. C'est que ça ne va pas être la cata si on s'engueule, ça va être bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Diangou, un dernier mot? Moi, ce que je peux rajouter, que voilà, tous les projets NPNRU, voilà, c'est des projets un peu lourds et un peu compliqués. Et je rejoins Marianne, c'est que voilà, c'est des sujets conflictuels, mais à la fin, on peut s'entendre. On peut s'entendre parce que si on se bat pour une bonne cause, ben, parfois le projet il peut un petit peu flancher et il peut aller du côté des habitants. Moi, j'ai parlé d'un côté habitant et un côté élu et professionnel. C'est que en tant
tant qu'élu et professionnel, il faut venir en tant qu'humain. Je pense qu'il faut, comme il disait Yorgos, il faut venir en tant qu'humain, en tant qu'humaniste, venir vers les habitants tranquillement et avec des mots simples, des mots clés et des mots simples, en fait, pour pas nous embrouiller le cerveau. Et nous, en tant qu'habitants, ben, monter des groupes, voilà, des groupes. Quand il y a un mot qu'on ne comprend pas, on en parle à son voisin. Le voisin réintègre le voisin du bas, ainsi de suite. Ça commence par le palier, après par le palier, par le hall, et puis par le hall, c'est un immeuble. Et à partir de là, tu as de la ressource en tant qu'habitant. Et c'est là que tu peux créer un collectif et parler autour de la table avec les professionnels qui sont élus, architectes et urbanistes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et intégrer dans les NPNRU, eh ben, comme je vous ai dit, des séances pour parler. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois pour la qualité de nos échanges avant ce webinaire, pendant ce webinaire et probablement après aussi. Je ne vais pas m'essayer à faire une synthèse à chaud, ni tenter de mettre un point final à toutes les questions qu'on a soulevées, ça serait impossible. Vous dire en tout cas que côté Fabrique Territoire Santé, le dossier n'est pas clos. C'est le cas de le dire, on a un dossier ressources habitants, transformation urbaine et santé qui est disponible sur notre site. Je vous mets d'ailleurs le lien dans le chat. Ah non, pardon. J'ai copié-collé le mauvais truc, mais après. Et on a voulu poursuivre aussi ces réflexions en traitant de la question de l'habiter, une manière pour nous de dézoomer par rapport à la question du logement et de poursuivre ces interrogations sur la place des habitants dans les projets urbains, dans le cadre d'un prochain dossier ressources à apparaître dans quelques semaines. Et surtout, on organisera notre prochaine rencontre nationale, donc un prochain temps de débat et de rencontres au deuxième semestre 2021, aussi sur cette thématique, dans des conditions qui nous restent à définir en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Je vais laisser maintenant le mot de la fin à Didier Febrel, notre président. Merci encore. Ouais, merci beaucoup pour cet échange et cette conversation très intéressante. Hein. Ça va vraiment dans le sens de ce qu'on a envie de promouvoir à travers ces webinaires, de contribuer à penser la santé dans toutes ses facettes. Alors moi, j'ajouterais simplement une chose, peut-être parce que ça n'a pas forcément, peut-être oui, c'est comme Clémentine. On n'est pas là pour faire une synthèse, c'est compliqué. Chacun prendra ce qu'il voudra prendre dans les propos très, très intéressants et très riches qui ont été ajoutés. Moi, je voudrais simplement mettre l'accent sur la responsabilité des acteurs quand il s'agit de tout le monde, quand il s'agit de transformation urbaine. On est bien sur des processus très longs, on est des processus de transformation longs, et c'est des processus pour du temps très long. C'est-à-dire que la responsabilité qu'on prend pour plusieurs générations, elle est excessivement importante. On agit effectivement, comme le dit Clémentine, sur l'habiter, on agit sur le cadre de vie, on agit sur la qualité de vie dans des espaces qui vont, si possible, être le plus durable possible. Et donc, il faut que chacun ait ça en tête. Et donc, moi, je pense que ça justifie effectivement ce que vous avez dit tous et tous, c'est il faut donc travailler ensemble sur ces questions-là et ensemble tout le temps. Et même dans la confrontation, et même dans l'adversité, et même mais moi, j'ajouterais aussi probablement dans la convivialité, parce que c'est ça qui est important. Je crois qu'on peut aussi s'affronter sans se massacrer. Mais bon, voilà, c'est une chose qui me paraît aussi être tout à fait juste et qu'on devrait avoir ça en tête. Voilà, bon, merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'être restés sur ce webinaire et à très bientôt pour un autre ou autre chose.